Bonjour à tous. C'est une grande première sur notre chaîne. Nous parlerons de santé au quotidien avec le réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire, une jeune association de jeunes médecins qui se soucie du droit à la santé pour tous. Chaque semaine, nous prendrons le temps de vous parler d'une maladie. Des généralités, nous en arriverons au conseil en passant par les symptômes, le traitement et la prévention. Ici, nous prendrons le temps de vous parler de santé et de tous les sujets liés à notre bien-être. À tout seigneur, tout honneur, c'est le président de cette jeune association partenaire qui passera cette semaine avec nous, Dr Youssouf Diomondé. Vous êtes médecin résident. Exactement. Bonjour et merci. Et je m'honore déjà de ce partenariat avec votre jeune association. Je dois préciser d'entrée de jeu que je n'animerai pas cette émission tout le temps. Je le fais là, le temps de ces 5 numéros de cette première semaine. Une jeune dame prendra le relais dès la semaine prochaine. Cela dit, docteur Youssouf Diomondé, vous avez voulu que nous parlions aujourd'hui de la drépanocytose, En effet. une maladie tropicale. Alors, comme on a convenu, on fera beaucoup plus de pédagogie. La drépanocytose, c'est une maladie du sang, justement qui, aujourd'hui, selon l'OMS, nous sommes autour de 50 millions de personnes à travers le monde qui font la maladie. 50 millions, c'est de façon générale toutes les maladies liées au sang. Et parmi ces maladies-là, nous avons la drépanocytose qui représente 50%. Alors, il faut dire que c'est une maladie qui a transmission héréditaire, c'est-à-dire que ce sont les parents qui transmettent la maladie à leur descendance. Donc, c'est une maladie qui est transmise par les parents et qui, pour nous, aujourd'hui, il est très important justement de pouvoir avoir assez d'informations sur cette maladie qui, justement, quand on sait comment elle se transmet, quand on connaît les tenants et les aboutissants, quand on comprend un peu les symptômes qui, aujourd'hui, représentent beaucoup de dangers pour les enfants qui en vivent, il est très important d'en parler et de donner assez d'informations. Je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, c'est 12% de la population, selon les dernières études. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et ça, ce sont les études que nous avons faites qui n'ont pas été forcément généralisées. C'est sûr que si on fait encore d'autres études aujourd'hui, on sera au-delà de ce pourcentage-là. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'objet de notre présence aujourd'hui. Et pourquoi dit-on que c'est une maladie tropicale? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que c'est une maladie qui s'attaque préférentiellement à la race noire et à toutes ces populations qui ont une descendance, qui ont une ascendance noire. C'est ce qui fait qu'on dit que c'est une maladie tropicale, donc il sévit préférentiellement dans les pays tropicaux, en Afrique et puis en Amérique, où nous avons les Américains noirs, un peu en Asie. Donc, raison pour laquelle on dit que c'est une maladie tropicale, parce que la plus grande partie des populations qui en souffrent sont de race noire et dans les pays tropicaux. J'ai bien envie de vous demander pourquoi c'est nous? Bon, pourquoi c'est nous? C'est une question que je ne pourrais pas répondre aujourd'hui parce que qu'est-ce qui justifie que ça soit une maladie qui soit seulement que pour la race noire? Je ne pourrais pas répondre, mais je pense que vu la maladie et vu les populations préférentiellement qui sont attaquées, selon les études, ça nous a permis justement de savoir que ça s'attaque préférentiellement à cette race. Qu'est-ce qui justifie le fait que ça s'attaque à cette race? Je ne saurais répondre aujourd'hui. Peut-être dans nos prochaines émissions, on pourra y donner des éléments de réponse. Est-ce qu'il y a un dispositif particulier dans les centres de santé pour mieux prendre en charge, comment je vais dire, cette maladie-là, vu qu'elle touche un grand nombre de personnes? De la population. Dire qu'il y a un dispositif particulier que pour la drépanocytose, cela voudrait dire qu'il y a un dispositif particulier parce qu'il y a d'autres maladies qui font plus que les 12%. Ah, voilà. Je ne dirais pas qu'il y a un dispositif si particulier, mais il y a des services d'hématologie aujourd'hui qui, justement, quand on a la maladie, pas forcément même les hématologues, les médecins généralistes, tout médecin est capable aujourd'hui de pouvoir prendre en charge la drépanocytose. La problématique majeure que nous rencontrons justement, c'est de poser le diagnostic. C'est ça la problématique majeure. Et généralement, comme les symptômes de la maladie sont souvent les mêmes symptômes d'autres maladies, ce qui fait que c'est un peu difficile souvent de savoir, en tout cas en se basant sur les premiers symptômes, de savoir exactement si c'est la drépanocytose ou pas. Mais à partir du moment où on a déjà posé le diagnostic, on sait que exactement la personne est en train de faire de la drépanocytose. Ce que je n'ai pas rappelé, c'est qu'il y en a plusieurs formes d'ailleurs. Nous allons revenir là-dessus quand on sera dans les symptômes. Parce qu'il faut savoir déjà qu'une fois on a déjà posé le diagnostic justement de la maladie, automatiquement, tout le processus de la prise en charge qui est connu, qui est bien codé,
justement, se met en place pour pouvoir permettre à ces personnes qui en souffrent d'avoir une qualité de vie beaucoup plus améliorée. Alors, vous dites que c'est une maladie du sang. Qu'est-ce qui se passe dans le sang et qui nous ramène donc à cette maladie-là? Alors, ce que vous savez, c'est qu'en fait, la drépanocytose, c'est une maladie héréditaire, je l'ai dit tantôt, qui résulte d'une anomalie dans la structure de l'hémoglobine. L'hémoglobine qui est une composante essentielle du sang, en fait. Donc, l'anomalie se passe au niveau des acides aminés, justement. C'est quoi les acides aminés? Les acides aminés, justement, ce sont ces acides aminés, des protéines qui sont à la base de la formation du globule rouge. Et c'est dans ce globule rouge-là que se trouve l'hémoglobine. C'est quoi le rôle du globule rouge? Le globule rouge, son rôle dans le sang, justement, c'est de pouvoir véhiculer l'oxygène pour oxygéner tout le corps. En guillemets, on dira que c'est le globule rouge qui permet de nourrir tout le corps. Et l'élément essentiel du sang, justement, ce sont les globules rouges. Et les globules blancs, eux? Les globules blancs, ce sont les globules blancs qui permettent justement d'assurer le rôle de défense de l'organisme. Voilà. Et c'est ces globules blancs qui s'attaquent à toutes les maladies ou tout corps étranger qui se retrouve au niveau du sang. Ce sont nos défenseurs. Les défenseurs. Donc, au niveau de ces globules rouges, nous avons l'hémoglobine. Et c'est dans la structure de cette hémoglobine, justement, qu'il y a un remplacement d'un acide aminé à la 6e position de la chaîne bêta à un autre acide aminé qui est la valine. Donc, une fois qu'on a cette transformation, justement, il y a une hémoglobine S qui sort, mais qui n'est pas l'hémoglobine normale. Donc, c'est ce qui est à l'origine de la maladie. Et une fois qu'on a cette hémoglobine S, à travers des facteurs, bien sûr, qui vont engendrer la transformation de cette hémoglobine, notamment la chaleur, notamment l'activité physique intense, notamment le stress, cette hémoglobine, justement, va se transformer. Et le globule rouge dans lequel se trouve cette hémoglobine va se transformer, va avoir une forme de fossile. Ce qui fait qu'une fois qu'il a cette forme, la circulation du sang, normalement, qui se passait, est bloquée par la malformation de ce globule rouge-là. Et justement, c'est à partir de là que découle toute la souffrance qui peut venir concernant cette maladie-là. Qui part de la douleur, qui part de l'anémie, ainsi de suite. C'est sûr qu'on va en parler les jours prochains. Est-ce qu'on peut en mourir? Bien sûr. Bien sûr, on en meurt de la drépanocytose. D'ailleurs, avant, les drépanocytaires n'atteignaient pas 50 ans, même pas 30 ans. Maintenant, avec l'évolution de la science, avec les traitements aujourd'hui, avec, comme je l'ai dit, une fois qu'on connaît la maladie, avec tous les traitements symptomatiques qui se mettent en place, on arrive quand même à avoir une qualité de vie satisfaisante et permettre à ces personnes-là justement de vivre même plus de 50 ans. Mais on en meurt de la drépanocytose malheureusement. Est-ce qu'on en guérit? On en guérit, je ne dirais pas qu'on en guérit, mais c'est un peu mitigé. On dira, en tout cas dans notre contexte, en Côte d'Ivoire, on dira qu'on n'en guérit pas de la maladie, tout simplement. Très bien. Alors docteur, je crois qu'on a fait le tour des généralités. Demain, nous allons parler des symptômes de la drépanocytose. Mais avant de refermer cette émission, on est dans un partenariat et ce serait bien quand même que nos internautes sachent un peu voilà, qu'est-ce que vous faites dans votre association. Alors, parlez-nous de cette association de médecins volontaires. Quand est-ce qu'elle a été créée et pourquoi? Alors, le réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire est une jeune association, comme vous avez dit. Il a été créé le 1er janvier 2022. Justement, nous nous sommes donnés comme but de promouvoir la santé. Parce qu'on s'est rendu compte que nos systèmes de santé, il y a beaucoup de maladies qu'on peut éviter par la sensibilisation, par l'information, par la promotion de la santé et le dépistage précoce. Donc la prévention. La prévention, tout simplement. Et malheureusement, on est dans un système de santé où ce n'est pas vraiment valorisé. Et nous sommes des jeunes médecins, en tenant compte justement de notre réalité, de notre époque, on s'est donné pour objectif justement de pouvoir rendre accessible toutes les informations concernant la santé, notamment la drépanocytose, comme nous sommes en train de faire aujourd'hui, où la population, à partir de ces informations, a la possibilité justement elle-même, non seulement de contrôler sa santé, mais de l'améliorer. Et nous le faisons de façon volontaire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas demander aux gens justement, à travers ces informations-là, de pouvoir payer. La santé est un droit. Il faut que chaque acteur du système de santé puisse donner un peu de son temps, de son énergie, de ses ressources intellectuelles, à l'effet de permettre à nos populations d'être informées sur leur état de santé et de prendre les meilleures dispositions qui leur permettent de se préserver. Vous êtes au nombre de combien aujourd'hui dans ce réseau? Alors, dans ce réseau, nous avons deux compartiments au niveau du réseau. Nous avons les jeunes médecins et nous avons les médecins diplômés. Donc, pour ceux qui ont déjà validé leur adhésion au niveau du réseau, nous sommes autour de 275 pour l'instant. Et ceux qui sont en instance d'adhésion, qui sont autour de 235 exactement de médecins qui sont en instance d'adhésion. Pourquoi? Parce que nous faisons d'abord une mise à niveau, une formation préalable
pour permettre à ces personnes-là justement d'avoir une bonne notion d'engagement citoyen, de volonté de pouvoir intégrer l'organisation. Vous êtes des médecins citoyens alors? Exactement. Est-ce que vous avez déjà mené beaucoup d'activités, hein? On parle d'une jeune association quand même. Est-ce que vous avez déjà mené beaucoup d'activités? Si oui, est-ce que vous en avez encore à mener ces jours-ci, par exemple? Oui, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, l'organisation elle a deux orientations majeures, orientation dirigée vers les médecins et orientation pour la population. En ce qui concerne les médecins, nous faisons des formations continues sur la santé, la médecine, mais des formations qui n'ont rien à voir avec la santé, notamment dans les prises de parole, notamment la politique sanitaire, notamment les rédactions administratives, parce que justement, il faut avoir toute cette base-là, ce savoir-là pour pouvoir bien faire véhiculer les informations. Et la deuxième étape maintenant, c'est la deuxième orientation, je dirais, c'est celle qui concerne la population. Et justement, nous faisons des sensibilisations. Et nous avons accompagné le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire à Téini, près de 700 km d'Abidjan, où nous avons fait une consultation foraine justement à l'effet de pouvoir sensibiliser la population sur les IST, sur les maladies cardiovasculaires, sur les maladies chroniques, notamment le diabète. Et nous avons fait même des dépistages. Donc voici un peu l'ensemble des activités que nous organisons. Et cette année, nous avons mis l'accent justement sur la formation. Parce que c'est la ressource humaine qui est l'élément le plus important dans une organisation. Plus les médecins seront outillés, seront bien préparés à la vision qu'on s'est donnée de faire en sorte que tout le monde ait droit à la santé, le combat sera vraiment gagné. Donc c'est ce que nous faisons préférentiellement cette année, former les médecins sur d'autres thématiques qui n'ont rien à voir forcément avec la santé. Et en même temps sensibiliser le grand public. Exactement. Et c'est ce que nous faisons. Merci infiniment. On va se retrouver demain pour parler des symptômes de la drépanocytose.